Alors l'heure est maintenant la parole est aux praticiens. Je vous présente l'ensemble des praticiens qui ont bien voulu se prêter au jeu. Je les remercie chaleureusement. Nos remerciements sont d'autant plus chaleureux que la plupart d'entre vous avaient par ailleurs accepté de nous recevoir dans le cadre de notre enquête. Alors, en commençant par la personne qui est immédiatement à mes côtés, nous accueillons Madame Estelle Champenois, Courtois-Champenois, qui sera, sinon le porte-parole des DRH, en tout cas une parole d'une DRH. Ensuite, à ses côtés, Maître Frédéric Matcharazé du barreau de Chambéry, avocat spécialisé en droit social. Un de ses confrères grenoblois, que nous connaissons bien, Maître Laurent Clément Cusin, avocat spécialisé également en droit social. Puis, Monsieur Denis Séjourné, qui est non pas vice-président, mais alternance oblige président du Conseil de prud'homme de Grenoble. Et enfin, Monsieur Patrick Cohen, qui est donc maintenant vice-président du Conseil de prud'homme. Ah, c'est comme les escargots. Voilà, j'ajoute que nous avions souhaité convier des conseillers prud'homaux chambériens qui n'ont soit pas pu, soit pas souhaité se joindre à nous pour cette table ronde. Alors nous avons une toute petite heure en réalité, pour ne pas prendre trop de retard sur le programme qui est le nôtre. Alors, s'agissant du barème, il s'agit évidemment de réagir sur quelques propos, commentaires ou débats que nous avons eus au cours de cette journée. Je vous propose, pour essayer d'être à peu près efficace, de scinder nos interventions en deux temps, le barème, contenu, etc., puis éventuellement des commentaires et discussions sur les moyens de le combattre ou de le maintenir, pour ceux d'entre vous qui considèrent qu'il n'y a pas lieu de le combattre. Sur l'existence même de ce barème et son contenu, d'abord j'ai envie de demander, il m'a été demandé, de vous demander, en ma qualité de journaliste amateur, aux magistrats en particulier, quand vous allouez une somme à un salarié licencié, donc, et que vous avez admis que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, vous avez conscience que vous sanctionnez ou que vous réparez, vous punissez ou vous réparez. Est-ce que nos deux conseillers prud'homaux pourraient s'exprimer ? Vas-y, commence. Est-ce que vous faites les deux ? Personnellement, moi je considère oui qu'on fait les deux, puisqu'on indemnise une victime qu'il vit comme telle, qui vit un drame, parce que c'est quand même souvent un drame, c'est ce qu'on rencontre. Hein. Et en même temps, on sanctionne un employeur en lui disant non, c'est pas que c'est. Vous pouviez pas licencier pour ce motif-là, en tout cas, ou pas de cette façon-là. Donc pour moi c'est les deux. Donc et ça doit être, et dans ce sens-là, ça doit être pédagogique. Alors je sais bien que c'est pas toujours perçu comme tel, mais ça devrait l'être. Donc après ça, je ne sais pas si je continue à répondre à votre question ou si vous voulez des réponses très courtes, mais se pose la question après ça du montant de l'indemnisation par rapport à un préjudice. Alors, au-delà du barème qui est le sujet du jour, moi j'ai envie de dire que ce que je vis moi en tant que conseiller prud'homme de la section commerce à Grenoble depuis 2003, c'est que de barème, il y en avait un. Il était écrit nulle part, mais il y en avait un. Voilà. Donc on l'a évoqué ce matin, hein, c'était 6 mois plus à partir de 2 ans, entre 1,5 mois et 1 mois par année d'ancienneté. Il existait. Alors je sais qu'il n'était pas validé par tout le monde, mais globalement le bureau de jugement, parce que c'est quand même ce que je voudrais dire hein, par rapport à un message où j'ai entendu le Conseil de Grenoble a invalidé le barème Macron. Non. Il y a un bureau de jugement qui, sur un dossier précis, concernant une personne précise, a invalidé le barème Macron.
Parce que sinon, si on part du principe que c'est des conseils qui invalident ou des conseils qui valident, ça veut dire qu'on est dans un système de mandat impératif qui m'interpelle. Où est le pouvoir souverain du juge, hein. Donc voilà. Monsieur Cohen, vous pouviez... Oui, alors, représentant, on va dire, des salariés, puisque effectivement la juridiction prud'homale, vous avez des conseillers employeurs et salariés. Et pour répondre à votre question, bien évidemment, on est sur un aspect de réparation du préjudice qu'on doit estimer. Alors toute la difficulté, c'est de l'estimation, puisqu'aujourd'hui, nous avons un plafonnement dit barème Macron. Mais aussi la sanction. Et c'est vrai que dans nos délibérés, parce qu'il est important de rappeler que les décisions sont prises en bureau de jugement à 4, donc il y a 2 conseillers employeurs et 2 conseillers salariés. Donc quand on a une décision comme à Grenoble récemment sur la barémisation Macron contestée à la section industrie, dans laquelle je fais partie, mais c'est pas mal le rédacteur, il est dans la salle. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, toute la difficulté qu'on a dans nos délibérés, c'est aujourd'hui d'apprécier ce préjudice. Et je rejoins ce que disait Denis juste avant. Avant la loi qui nous a été imposée, je veux dire, on avait une certaine pratique. On avait effectivement dans nos délibérés une discussion très ouverte sur les préjudices accordés dans le cadre de l'appréciation qu'on devait faire par rapport au dossier que nous avions sous les yeux. Aujourd'hui, Grenoble s'est positionné sur le sujet aujourd'hui, et je rejoins ce qui a été dit, c'est la section industrie. Nous verrons par la suite ce qu'il en est dans les autres sections, mais on voit que le contentieux au niveau national a pris une part sur l'inconventionnalité, c'est dur à dire, des barèmes Macron. Mais pour répondre à votre question, effectivement, on fait les deux. Et sur le sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises, qui faisait office de justification de l'entrée en vigueur du nouveau barème, tel que repris par le Conseil constitutionnel, qui avait été aussi relayé évidemment par le ministre du Travail à l'époque. Ce barème ne serait finalement qu'une reprise de pratiques antérieures. Est-ce que c'est vérifiable chez vous, dans votre juridiction ? Bon, on n'a pas fait de comparaison, parce que comme je l'ai dit, je crois comme l'a dit aussi Patrick Cohen à mes côtés, on évalue le préjudice du salarié qui vient réclamer un dû à un instant T. Oui, non, nous sommes bien d'accord. Mais comme vous nous expliquez que vous aviez par ailleurs, vous, dans votre section, une sorte de barème, est-ce que vous considérez que ce nouveau barème, obligatoire désormais, est le reflet de pratiques antérieurement constatées, telles que ce qui était relayé ? Ou est-ce que vous vous trouvez très, très décalé ? Il est décalé surtout pour ceux qui ont peu d'ancienneté, quoi. Oui, on confirme. Voilà. Ceux qui ont entre 2 et 5 ans d'ancienneté, il est très décalé, le nouveau barème, c'est une évidence. Et moi, je voudrais revenir sur un argument qui a été développé très brillamment ce matin, mais en tant que comme de terrain, puisque je me prends pas pour un juriste, je suis un homme de terrain qui essaie de résoudre des problèmes de conflit du travail. Quand on dit le plancher a pour but d'être dissuasif dans les barèmes, intellectuellement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais dans la réalité, il ne l'est pas. Quel que soit ce plancher, que ce plancher il soit à 1 mois ou à 6 mois. Parce que je prends 4 exemples rapidement. Il est dissuasif dans quel cas ? Il est dissuasif si je sais qu'il existe. Il est dissuasif si je n'ai pas les moyens de me le payer. Si je suis Carrefour, qui fait 88 milliards de chiffre d'affaires, dont 40 milliards en France, et que je sais que j'ai fait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que je vais être condamné à payer X mois de salaire à un salarié, j'ai pas de problème. Je le savais avant, j'ai toute une escouade dans ma DRH avec des gens, des juristes, etc. Maintenant, si vous allez voir le petit commerçant prêt-à-porter à Grenoble qui fait entre 150 et 300 000 euros de chiffre d'affaires, est-ce que vous croyez que si vous allez faire un micro-trottoir, vous allez lui demander qu'est-ce qu'il risque s'il fait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ? Est-ce qu'il y en a un qui va être capable de vous le dire ? Non. Est-ce que si vous allez voir des associations, parce qu'il y a de plus en plus, on est dans un pays où le monde associatif est très dynamique. Moi, je prends des associations comme les ADMR qui font du service à domicile et qui ont beaucoup de personnel. Même s'il y a un embryon de DRH au niveau départemental. Mais le nombre, ce sont des bénévoles retraités qui n'ont aucune notion du droit du travail, qui ne savent pas comment faire. Si vous prenez des gens qui partent à la retraite et qui n'ont plus les moyens de se payer leur femme de ménage et qui veulent s'en séparer, est-ce que vous croyez qu'ils savent comment il faut se séparer d'une femme de ménage sans être en licenciement sans cause réelle et sérieuse ? Non, personne ne le sait, donc c'est pas dissuasif. C'est dissuasif quand on sait ou quand on n'a pas les moyens de se le payer. D'accord. Alors sur ce sujet, sur la vertu affichée de ce barème,
On pourrait peut-être, madame, en votre qualité de DRH, entendre votre approbation, vos désapprobations. Est-il vrai qu'un tarif minimal et un tarif maximal peut sécuriser et rassurer en réalité les employeurs? C'est ma première question. La deuxième question, toujours dans cette logique-là, c'est est-ce que du coup, pour les DRH, cela modifie quelque chose dans la, pardon, le terme n'est pas du tout élégant ni joli, dans la gestion d'un licenciement, dans la gestion plus largement d'une rupture dans une entreprise? Alors, juste, excusez ma voix un peu nasillarde. Donc, je suis ex-DRH, donc chez Carrefour Market. Rendez-vous, je vais vous laisser. Voilà. Et je suis actuellement à la direction juridique et affaires sociales du groupe SAMC. Donc, pour répondre aux questions sur la partie sécurisation, je ne peux pas dire que ça change des pratiques en fait de fonctionnement parce que comment on fonctionne en fait dans les grosses entreprises, sont des entreprises que je connais, où on a un gros rôle de conseil vis-à-vis des opérationnels et en fait notre rôle premier c'est de valider avec eux la décision de licencier. Et la question finalement du quantum, elle arrive très tardivement. Elle arrive vraiment peut-être dans des cas un peu problématiques où effectivement on va se dire voilà, est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire, est-ce qu'effectivement il ne faut pas attendre, voilà, si on peut retravailler avec le collaborateur, etc. Donc la question du quantum en fait c'est pas vraiment ce qui va gouverner les décisions et donc dans nos pratiques ça n'a pas fondamentalement changé nos pratiques. Et par contre, la seule chose que ça change, c'est qu'effectivement, s'il y a un contentieux qui arrive, vous allez pouvoir à peu près chiffrer, vous dire, ben voilà, si ça arrive, on sait qu'a priori, le risque, il est dans cette fourchette-là. Mais vous avez de toute façon, cette évaluation du risque, elle existait déjà auparavant, c'est-à-dire que quand vous aviez une décision à prendre, il y avait un moment cette évaluation qui se faisait, cette évaluation, elle se faisait à partir des connaissances que nous avions dans les contentieux. Mais c'est pas ça qui drive la décision première. Voilà. Et ce qui est vraiment important à retenir, en tous les cas dans l'entreprise, quand vous embauchez un collaborateur, vous ne pensez pas au licenciement. Vous voulez que ça réussisse, vous voulez que le collaborateur il reste avec vous. C'est un constat d'échec de part et d'autre. Oui, j'entends bien. Mais est-ce que cette imprévisibilité finalement est éradiquée quand l'on constate quand même que dans ce barème ou prétendu tel, il y a finalement une fourchette large d'appréciation au-delà d'un certain seuil d'ancienneté, en réalité? Au fond, on retrouve les travers que l'on voulait C'était déjà éviter. Auparavant le cas. Oui, j'entends bien. C'était déjà auparavant le cas, c'est-à-dire que si vous étiez en difficulté avec un collaborateur qui avait beaucoup d'ancienneté, vous saviez que votre risque était important. Donc j'aurais tendance à dire... Donc opération blanche en réalité? Ça ne change pas fondamentalement. Ce qui change pour nous un peu à l'heure actuelle, c'est qu'évidemment cette insécurité qui est en train de se faire, elle ne se fait pas tant au niveau du barème, mais de ce qui est en train de se développer à côté. C'est-à-dire qu'avant, on avait des demandes qui tendaient uniquement sur des demandes d'indemnisation pour licenciement pour absence causaire sérieuse. Maintenant, on voit fleurir des tas d'autres demandes qui n'étaient pas là auparavant, sur des histoires de harcèlement, des choses comme ça, qui complexifient les dossiers, en fait. Donc, voilà, en termes de sécurisation, finalement, je ne sais pas trop si on y est. D'accord. Alors ensuite, oui, quelques questions, interrogations adressées aux avocats. Est-ce que vous considérez que depuis l'entrée en vigueur de ce barème, cela modifie la gestion d'un dossier, ça modifie votre démarche quotidienne dans la construction d'un dossier, je ne sais pas, dans les plaidoiries, à l'égard de vos clients? Première question. Ensuite, seconde question, si on reprend la distinction convaincante qu'évoquait le professeur Radet tout à l'heure en disant attention, il faut bien distinguer les conséquences du licenciement. Le licenciement, c'est un droit, donc somme toute, finalement, c'est pas le sujet, et que finalement, on indemnisera que le préjudice matériel du licenciement est justifié. Question, alors, comment fait-on pour établir ce préjudice? Qu'est-ce qu'on va apporter au juge pour le convaincre, au fond? Je commence. Merci. Très bonne question. Premièrement, est-ce que ça change quelque chose dans le travail du dossier? Fondamentalement, oui et non. Oui, dans le relationnel avec le client, parce que, alors,
Moi, pour me présenter, vous comprendrez un petit peu mieux le sens du propos qui sera le mien. Je ne fais que de la défense de salariés, donc je suis un petit peu dubitatif sur les barèmes, bien entendu. Je pense qu'il y a beaucoup d'avocats travaillistes, je vais de mon bord, j'oserais dire, qui ont essayé de contrecarrer les barèmes dès qu'ils ont été mis en place. Alors, moi, je me place sur un terrain qui est tout sauf clivé. Ce qui me chagrine beaucoup dans l'histoire, c'est le dessaisissement organisé d'une des missions du juge. Les termes ont été employés. Parce que le juge, dans ce pays, dans cet état de droit qu'est la France, on lui demande fondamentalement très peu de choses. On lui demande que deux choses. C'est de dire si oui ou non j'ai raison en tant que demandeur, et si j'ai raison, de m'indemniser. On lui enlève une sur les deux, quoi. Enfin, c'est ma conception, évidemment, de la chose. À partir du moment où on met un plafond, on empêche le juge de raisonner vraiment de manière pleine et entière pour remplir sa mission. En tout cas, moi, c'était ma conception de la chose dès que j'ai pris connaissance du barème. Et du coup, c'est là où je vais répondre directement à votre question. Dans mon travail quotidien, ça n'a rien changé puisque je suis parti du postulat de dire que les barèmes étaient inconventionnels et que donc j'allais faire des parties en droit pour expliquer au juge et le plaider qu'ils étaient inconventionnels et qu'il ne devait pas, lui, juge du fond, les appliquer. Par contre, évidemment, sur le relationnel avec le client, oui, ça change fondamentalement les choses. Ça change fondamentalement les choses parce que quand vous avez quelqu'un que vous recevez en rendez-vous, alors on devait déjà auparavant dégonfler un petit peu les choses en lui disant, vous savez, le conseil de prud'homme, c'est pas ce qu'on entend dans les médias, vous n'avez pas 30 mois de salaire qui tombent tout cuit dans votre poche parce que vous avez gagné votre dossier, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les juges ne sont pas, j'allais dire, pas aussi généreux, c'est pas le terme. En tout cas, l'indemnisation n'est certes pas un jackpot, donc déjà, il faut quand même faire comprendre aux gens qui sont en face de nous et qui probablement n'auront peut-être, enfin, en toute hypothèse, il est très possible qu'il n'ait qu'un seul contentieux de leur vie. Donc ils ne sont absolument pas en connaissance de cet état de fait-là. Donc il faut déjà leur dire que il y a cette indemnisation qui peut être faible, même si eux estiment avoir subi un préjudice important. Et du coup, depuis évidemment septembre 2017, les choses ont changé puisqu'on est obligé, en plus d'indiquer à nos clients, en tout cas moi c'est ce que je fais, de dire attention, il y a un gros aléa judiciaire sur cette question. Moi j'estime que, mais en l'état actuel des choses, je ne peux pas vous garantir que. Moi, j'estime que les barèmes ne sont pas opposables à vous, à votre situation. Donc, on peut demander 10 mois de salaire, mais je ne peux pas vous dire que le juge ne va pas vous donner finalement 4 mois de salaire, parce que c'est le maximum auquel vous avez droit. Donc, effectivement... D'accord. L'aléa portant sur votre demande... Sur la demande chiffrée. Tout à fait. D'accord. Et en revanche, du coup, finalement, est-ce que ça ne vous simplifie pas la tâche en qualité d'avocat, si le barème n'est pas écarté, de dire, écoutez, vous avez 4 ans d'ancienneté, donc voilà le tarif? J'ai envie de dire... Est-ce que ça rend pas finalement la je démarche de comprends la l'avocat question. plus crédible en disant, voilà, si ça marche, on Par, connaît à peu près la réponse? Je vais peut-être paraître choquant. Par flemme intellectuelle, je dirais oui. J'ai une acception un petit peu différente de ma profession, où je me dis que je dois remplir une mission absolument complète et intégrale au client qui vient me voir, et où je me dis que non seulement je dois démontrer que son licenciement et son cause réelle est sérieuse, mais en plus je dois pouvoir le restituer dans une situation, la situation dans laquelle il aurait été s'il n'avait pas été licencié, de manière intégrale. Et si je veux faire ça, je ne peux pas balayer tout ce qu'il va me dire d'un revers de la main en me disant, il y a le barème, allons-y gaiement. Je pense que je faillirais à ma mission, personnellement. Après, chacun se fait sa conception de la chose. Mais quand une personne vient vous voir et que vous vous rendez compte, quand vous plaidez le juge, que ça fait 1 an et demi qu'elle est au chômage, et que ça, vous faites l'économie délibérée de ne pas en parler devant le juge en vous disant on se réfugie derrière le barème mais on n'en parle pas, je pense qu'on faillit à notre mission qui est de demander la réparation du préjudice subi par la personne. D'accord, donc vous êtes très très loin de la logique consistant à dire ça vaut quand même pas vraiment le coup, tentons plutôt éventuellement un arrangement. Puisqu'on entend beaucoup cet argument consistant à dire ce barème, en tout cas lorsqu'il est relativement tassé par rapport à l'indemnité minimale antérieure de 6 mois de salaire, va faire chuter le contentieux, c'est d'ailleurs l'effet recherché, donc on va plutôt tenter de négocier, ça vaut pas le coup.
Vous en êtes pas là. Moi, Pour je l'instant. n'en suis pas là dans la démarche contentieuse. Après, il y a quand même une démarche. On a un préalable de conciliation devant le Conseil de prud'homme, et il y a tout ce qui va se passer aussi Oui, bien avant, sûr. dans une éventuelle négociation de rupture conventionnelle, etc., où le barème entre en ligne de compte. Moi, très clairement, pour vous donner un exemple précis, en décembre, je sais pas pourquoi c'était décembre, mais en tout cas, j'ai eu 3 personnes qui sont venues me voir dans 3 entreprises différentes pour 3 cas où on leur imposait une rupture conventionnelle, où il fallait donc négocier leur départ parce que ça devenait invivable pour eux. Et ça leur a été imposé par l'employeur. Et oui, de temps en temps, une rupture conventionnelle peut être imposée par l'employeur. Ça existe en France. Les 3 cas, le confrère ou la direction des ressources humaines en face de moi m'a très clairement dit, écoutez, c'est pas compliqué, le barème c'est ça, donc ce sera ça, et puis ce sera rien d'autre. Donc évidemment que ce barème-là, de toute façon, guide ce qu'il y a dans le contentieux et guide ce qu'il y a autour aussi. Merci maître. À vous, maître Clément Cusin. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par mon confrère, dans le cadre d'une négociation sur une rupture conventionnelle, si on rajoute au montant minimum le barème, c'est déjà quelque chose. Parce qu'en principe, le salarié pourrait partir avec uniquement ses droits, c'est-à-dire l'indemnité conventionnelle. Donc c'est vrai que le barème, dans les négociations, rentre en jeu, et on l'a en tête, de même qu'on avait les anciens barèmes auparavant en tête lorsqu'on négociait des départs de salariés. On a toujours eu des barèmes en tête. La seule différence, c'est que le barème précédent, il était indicatif. Et celui-là, il est mort-né. Donc, je pense qu'on va continuer à négocier un petit peu de la même manière, puisqu'on est rentré dans une période d'insécurité juridique qui va durer de nombreux mois. Donc, ça va être très très compliqué. Ça sera un élément de la négociation parmi d'autres, ni plus ni moins. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'objectif premier qui était de faire baisser le contentieux en rendant globalement peu intéressant financièrement parlant la contestation des licenciements en dessous de 10 ans d'ancienneté, cet objectif jusqu'à maintenant il est atteint, très largement atteint en tout cas, même si il y a des parades notamment à travers les nullités de rupture, et puis à travers la multiplication de demandes annexes qui parfois ne sont pas du tout anecdotiques. Et sur la nature du préjudice à réparer, quel commentaire feriez-vous ? Alors, Est-ce que vous avez été convaincu, à moitié convaincu par les propos qui ont été tenus ce matin ? Et cet après-midi d'ailleurs. J'ai été complètement convaincu, du début jusqu'à la fin, y compris pendant la période où j'ai été obligé de m'absenter. Ce qui est sûr, c'est que je pense que si on en est arrivé à cette notion de barème, qui est tellement politique que ça faisait partie quand même de la campagne du candidat. Donc c'est quand même assez rare que la problématique prud'homale intervienne à ce niveau de débat au niveau national. C'est que le niveau de condamnation prud'homale a été depuis des années brandi par certains comme étant un véritable épouvantail. Et ça a marché sur la réputation, je pense, de la France vis-à-vis notamment d'entrepreneurs étrangers. Moi, j'ai des clients étrangers qui me sortent des lieux communs, du genre, mais de toute façon, vous, en France, on ne peut plus licencier, je l'ai vu à la télé. Bon. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils me disaient, parce que maintenant, ils me disent, mais de toute façon, maintenant, il n'y a plus de prud'homme en France. Donc, je leur dis, ça non plus, c'est pas vrai, ni l'un ni l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que cet épouvantail fonctionnait, et vous parliez tout à l'heure, vous disiez est-ce qu'on répare ou est-ce qu'on punit ? Je ne sais pas si on répare tout le temps, mais en tout cas, notamment chez les petits employeurs, on n'imagine pas à quel point une condamnation prud'homale a quelque chose d'infamant. Et par contre, des clients, des petites entreprises, des artisans, mais parfois des entreprises de 10-12 salariés qui me disent, après un échec prud'homal qui n'a pas mis en cause obligatoirement l'équilibre économique de leur entreprise, mais me dit, moi c'est terminé, je prendrai des prestataires, je veux plus de salariés parce que ça a été trop humiliant, la manière dont ça s'est passé, les questions du juge, la rédaction du jugement, où on met en cause ceci, on met en cause cela. C'est vrai qu'il y a des employeurs qui vraiment vivaient le prud'homme comme une épreuve,
Et certains politiques se sont emparés de ça pour faire du prud'homme, ce qui, à mon avis, n'aurait jamais dû être, mais une espèce d'épouvantail. Et on nous a expliqué que si en France on n'embauchait pas plus, c'était par peur des prud'hommes. Bon, ça, c'est pas quelque chose que j'ai pu constater. Ça, c'est certain. Mais donc, l'idée, c'était quand même de dire, n'ayez plus peur des prud'hommes, vous les petits entrepreneurs, vous pouvez embaucher, maintenant il y aura une certaine sécurité, puisque vous saurez à peu près combien ça vous coûtera, etc. Et à partir de là, le gouvernement a cru devoir nous raconter des bêtises énormes, du genre, oui, mais le barème qu'on vous propose est un barème qui ne changera rien, parce qu'on est au niveau de ce qui était proposé, etc. On est dans la moyenne. Et c'est à partir du moment où on raconte des mensonges au grand public qu'à mon avis, on s'est planté. Il aurait peut-être fallu dire tout simplement pourquoi est-ce qu'on voulait ce barème, ce qui me semble était tenu lors de la campagne électorale, et ça aurait été un peu plus franc, et ça aurait été peut-être un peu mieux, et il n'y aurait peut-être pas eu cette levée de bouclier contre le barème. Si je peux juste me permettre un petit détail, on a beaucoup parlé de l'ancienneté du salarié, comme vous parlez d'individualisation du préjudice. Ce qui me semble... peut-être que ce réflexe s'explique, la prise en compte du critère de l'ancienneté, parce que déjà c'est un critère objectif, c'est peut-être un des seuls qu'on a à se mettre sous la dent dans ce type de situation. Mais l'ancienneté, c'est finalement pas étonnant quand on y réfléchit bien. Après, on est plus dans la sociologie que dans le droit, mais l'ancienneté, c'est aussi une certaine forme de confort dans son emploi, une certaine notion d'employabilité. Une secrétaire qui travaille depuis 15 ans dans sa petite boîte du BTP, elle se retrouve sur le marché de l'emploi, c'est une catastrophe absolue. Un informaticien qui travaillait depuis 2 ans dans une entreprise, ses possibilités de retrouver un emploi et de rebondir rapidement ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est vrai qu'on a ce réflexe-là, et à mon avis, ça s'explique. Simplement pour rebondir sur ce que vient de dire mon confrère, il y a quand même, par rapport à d'autres domaines, et je pense notamment à la réparation du précium doloris, quand il y a la perte d'un proche ou même la perte d'un membre, on peut normalement, me semble-t-il, être précis et démontrer l'existence d'un préjudice précis dans le cas d'une perte d'emploi. Alors on ne peut pas toujours devant le Conseil des prud'hommes, parce qu'on a malheureusement à Grenoble comme à Chambéry une justice prud'homale qui fonctionne bien, donc du coup on plaide fréquemment 9 mois, 10 mois après la perte de l'emploi, mais heureusement devant les cours d'appel c'est un peu plus long. Et ça permet, quand on arrive devant la cour d'appel, d'avoir généralement 24 mois de recul. Moi, il me semble, et je le plaide souvent quand je suis côté employeur, quand on a 24 mois de recul depuis la perte de l'emploi, c'est facile d'établir la réalité du préjudice, et je pense que c'est facile pour le juge de vérifier la réalité du préjudice. Or, on a complètement abandonné cet état de fait. Ça fait des années qu'on ne fait plus notre boulot correctement, ni les avocats, ni les défenseurs syndicaux, ni les conseillers prud'homaux, ni les juges professionnels. Même les juges professionnels. Imaginez le sens du risque qui m'implique aujourd'hui. Parce que, effectivement, c'est facile de savoir combien de temps une personne est restée au chômage, combien elle a touché pendant qu'elle était au chômage, quelles sont les indemnités qu'elle a eues au moment de la rupture de son contrat de travail, quelle était sa situation de famille, quelle était effectivement sa situation professionnelle par rapport à un marché de l'emploi qu'on sait plus dynamique lorsqu'on est électricien ou quand on est chauffeur routier que quand on est effectivement secrétaire, sauf si on est secrétaire comptable. Ça, et c'est aussi pour ça que le barème existe aujourd'hui, c'est parce que, soyons clairs, on n'a pas fait notre travail pendant des tas d'années, et aujourd'hui on serait plus à l'aise pour combattre, à mon avis, le barème si on avait eu une justice efficace à ce niveau-là, qui effectivement se pose les bonnes questions, fait les bons calculs et indemnise à hauteur du véritable préjudice, ce qui me semble être le but normalement de la justice. Vous n'avez pas fait ce travail-là, c'est-à-dire que vous voulez dire que qu'il y avait quelque chose d'automatique en réalité? Mais oui, il y avait un barème. Et qu'au moins oui, c'est ça. Il y avait un barème. Si je puis me permettre, du côté du demandeur, je le regrette, mais je suis tout à fait d'accord. Non, mais c'est pas pour dire, hein, mais moi je suis. Non, mais ce qui m'horripile un petit peu, je récupère souvent des dossiers d'appel parce que évidemment les clients sont mécontents pour une raison ou pour une autre, et je suis à chaque fois très très surpris quand je récupère les dossiers des confrères de voir à quel point parfois
le volet indemnisation est maltraité, voire non traité. Vous l'avez compris, allez chez Maître Madjaradze Voilà. dès la première instance. Alors, Pas la peine d'attendre l'appel. Je laisserai ma carte, évidemment, bien en vue. Et d'autant plus que Maître Germain Fion est parti tout de suite, comme vous avez pu le constater. Donc. Non, mais c'est pas pour dire. Hein. Il y a des gens qui passent d'un conseil à un autre parce que pour une raison X ou Y, leur premier conseil les a déçus, il n'y a pas de souci. Ce que je trouve effarant, c'est de voir des conclusions encore par des confrères où on demande 40 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, et il n'y a pas l'ombre d'un justificatif. Et effectivement, je comprends tout à fait que l'avocat adverse en face ait beau jeu de dire non mais attendez, vous ne justifiez pas du préjudice, alors que c'est précisément une demande que l'on doit justifier et que l'on peut justifier, on doit avoir les éléments. Dans le cadre des entretiens, les magistrats nous l'ont souvent dit. Ont souvent dit qu'ils étaient confrontés à des demandes sans justificatif. Oui, mais ils n'en ont pas systématiquement tiré les conséquences dans leurs décisions, parce qu'ils appliquaient l'ancien barème quand même de manière un peu aveugle. Voilà, moi je me souviens avoir plaidé. Parfois, vous savez, le préjudice du salarié, le préjudice matériel, il est parfois complètement nul. C'est-à-dire moi j'ai eu des dossiers de gens qui ont retrouvé un emploi pendant leur période de dispense de préavis mieux payé. Ça n'arrive pas systématiquement, mais enfin ça arrive. Dans ce cas-là, très sincèrement, non seulement le préjudice est nul, mais à la limite, vous avez même gagné de l'argent puisque vous avez touché une indemnité de licenciement. Eh bien, je peux vous dire que ces gens-là, parce qu'ils ont 20 ans d'ancienneté, ils vont être très très bien indemnisés. Et là, il y a peut-être un côté un peu jackpot, mais il faut reconnaître quand même que ce sont des décisions extrêmement rares. Alors, l'heure tourne. Avant de débattre avec la salle, j'imagine qu'il y a des questions, des interrogations. Je voulais que l'on... on aborde la question, il m'a été demandé de vous demander si... Le montant des honoraires de Maître Madjaradze. Non. Je suis tout à fait transparent. Non. Je confirme qu'il est transparent, puisque Comment justement, quand je l'ai en face de moi, j'ai ses factures d'honoraires dans les pièces. C'est vous dire. L'article 700 C'est là où je me dis, justifie purée. également. Maître Clément Cusin, vous avez épuisé votre temps de parole. Je voulais qu'on évoque la question consistant à se demander si finalement il ne serait pas préférable, ou comment réagissez-vous à la proposition suivante consistant à remplacer notre barème, notre grille là, par un référentiel, une table de référence ou une nomenclature un peu à la Dantillac version sociale. C'est-à-dire avec des chefs de préjudice ou quelque chose de plus sophistiqué pour permettre une indemnisation très approchante, très fine. Proposer de mettre des croix dans des cases, c'est ça? Comment Alors à ce moment-là, on pourrait reprendre la secrétaire qui a perdu son emploi pour mettre des cases. On nous donnerait un ordinateur qui nous donnerait la décision et on supprime les juges et on n'a plus besoin d'avocat non plus. D'accord. Ça c'est pas. Dommage. Voilà. Donc personnellement, pas moi. Hein. D'accord. Mais peut-être que Patrick. Plus sérieusement, ouais. oui. Non mais là je suis sérieux. Je veux dire, on Mais peut j'avais pas. compris, je sais. Je l'ai dit tout à l'heure, on est face à une problématique humaine. On a en face de nous un homme ou une femme qui a perdu un emploi. On a en face un employeur qui est quelquefois de mauvaise foi, mais pas toujours. Et il faut qu'on trouve la bonne voie pour indemniser et sanctionner et ou sanctionner. Mais en aucun cas, ça ne peut être un questionnaire avec des croix dans les cases. Enfin. Moi, je rejoins totalement ce qui est dit, parce que c'est vrai que l'informatique, c'est un outil formidable pour nous aider au quotidien dans nos activités qui sont diverses. Mais de là, après, effectivement, à l'utiliser dans le cadre d'une décision avec un tableau, il faut Mais là mettre encore, à titre de référentiel. Oui, d'accord, mais chaque cas est vraiment différent entre l'âge, les charges de famille, l'handicap. C'est compliqué. Donc, et puis la séparation, effectivement, qui est faite du législateur avec le judiciaire, où on doit nous prendre les décisions en fonction du dossier qu'on a devant nous. Je pense qu'il est évident qu'on doit garder la main là-dessus et faire évoluer. On est dans le cadre de la barémisation des indemnités aujourd'hui, et on verra demain ce qu'il en est. C'est vrai que, alors c'est peut-être un scoop ce que je vais vous dire, mais je rejoins effectivement tout à l'heure ce qui a été dit. C'est vrai qu'en France aujourd'hui, avec les délais d'appel qui sont relativement longs dans l'ensemble, puisqu'au niveau national on a des délais d'appel qui sont en moyenne de 2 ans. Et c'est vrai que le contentieux sur le barème aujourd'hui, c'est un sujet national, effectivement, qui intéresse bon nombre de
de personnes qui pratiquent le droit. Et sur les infos que j'ai pu avoir via la presse, alors c'est pas une fake news, mais effectivement, il semblerait que la décision de Troyes, qui a été rendue au mois de novembre l'année dernière, fasse l'objet d'un appel. Et effectivement, l'appel qui devrait être rapidement introduit, d'après les informations, ce serait dans le courant du premier semestre 2019. Donc peut-être que nous aurons une décision rapide sur le sujet qui pourrait effectivement nous permettre d'y voir beaucoup plus clair par la suite sur la situation des barèmes et en tout cas de la loi Macron. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce qu'effectivement c'est un sujet qui est évidemment très important aujourd'hui et nous verrons par la suite ce qu'il en est. Alors après, un autre problème risque de se greffer, c'est effectivement vis-à-vis du justiciable, si ça se produit, s'il semblerait qu'effectivement cette année la Cour d'appel soit saisie sur la barémisation, c'est effectivement l'égalité ou de traitement des salariés devant les juridictions. Donc ça c'est un autre débat, c'est pas celui du jour, mais voilà, je voulais vous en faire part au moins. Si je peux me permettre, Vous pouvez terminer. j'aimerais bien que la Cour d'appel de Chambéry soit saisie, puisque nous avons une des cours d'appel les plus performantes de France, avec un délai d'à peu près 9-10 mois. En termes de vitesse. En termes de vitesse, mais en termes de qualité aussi. Donc ça pourrait répondre à la question. Merci. Vous voulez Encore faut-il Oui. ajouter? Voilà, c'est ça. Pour l'instant, il est d'accord. C'était quoi l'intervention concernant la question qui était posée à la base? C'était quoi? J'avais quelque chose à dire, mais je me souviens. Sur l'existence d'une nomenclature. Oui, étant précisé que la Rapidement. nomenclature d'un TIAC, elle aussi, elle a ses limites. Mais bien sûr. On fixe un certain d'accord. nombre de 1 sur 7 Oui. pour chaque poste de préjudice, mais vous avez la Cour d'appel de Besançon qui va donner le point à 2 000 euros et la Cour d'appel de Rion qui va donner à 6 000 euros. Donc de toute façon, le problème reste le même. On n'est plus... toute la démarche intellectuelle aujourd'hui qui se construit, c'est de se dire comment fait-on pour objectiviser l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est une non-réponse à mon avis. Merci. Y a-t-il des questions, remarques, réactions? Oui, monsieur. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe Chabert, donc délégué du personnel Amazon et défenseur syndical. La mise en place d'un barème officiel n'a-t-elle pas amené les entreprises à budgétiser les licenciements dans le plan comptable? Madame, je crois que c'est pour vous. Alors très clairement non, moi j'ai jamais connu ça. En fait, là où effectivement le barème, là un point que j'ai pas abordé, quand on a parlé tout à l'heure des négociations, c'est vrai que dans ce cadre-là, le barème il est plus fréquemment utilisé, mais en dehors des cas de négociation, c'est vraiment pas quelque chose qu'on utilise. Et alors dans le cadre de planification, ça j'ai jamais connu. En complément, puisque moi je connais très bien un expert comptable qui m'a dit que légalement aujourd'hui on ne peut pas provisionner. Les seules choses qu'on peut provisionner, ce sont les procédures qui sont en cours. Mais vous ne pouvez pas provisionner sur des risques que vous auriez hypothétiquement parce que vous avez licencié des personnes. La seule chose que vous pouvez provisionner dans les comptes d'une société, c'est les salariés et vous devez les lister pour que ce soit validé par le commissaire aux comptes. Alors pour être en plus très concret, c'est-à-dire que les commissaires aux comptes qui contrôlent nos comptes, en fait, nous demandent des pièces justificatives à chaque fois que l'on veut provisionner un départ. Donc typiquement, si vous n'avez pas un contentieux, vous n'avez pas de provision possible. D'autres questions, d'autres commentaires? Oui. Oui, je voulais revenir, alors je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche, oui. Je voulais revenir sur ce problème où il y a eu un épouvantail. C'est vrai On ne vous entend pas, monsieur. C'est même le micro, il ne transpasse pas. Là, c'est bon? Oui. D'accord. J'ai de dire que les conseils de prud'homme ont été attaqués depuis quand même les années 90, il faut le savoir, par des magistrats, par des avocats, en disant que on ne tenait pas compte de la réalité de l'entreprise. Or, moi, je suis depuis 92, donc au Conseil de prud'homme de Grenoble. On n'a jamais condamné une société, on a toujours tenu compte de l'environnement économique. Ça, c'est une réalité. Et mes collègues qui sont nouveaux et qui ont fait la formation avec l'ENM, on leur dit surtout la réalité économique de l'entreprise, vous n'en avez rien à foutre. Vous vous occupez pas de ça. Voilà. Et ça, je trouve que c'est grave. C'est-à-dire que c'est quand même assez incroyable parce que venant du monde de l'entreprise, on sait
exactement ce qu'on va faire. On n'a jamais condamné une société au point de la faire couler. Ça, c'est évident. Moi, je voulais revenir sur ce problème de barème. C'était surtout la façon. Moi, je trouve qu'il est scandaleux parce que il faut regarder qu'il y a des personnes qui ont peut-être 1 an d'ancienneté, mais qui sont mis dehors de façon extrêmement brutale. Le préjudice et ensuite on vient dire mais il faut prouver qu'on ait le préjudice, c'est ce fameux préjudice nécessaire. Je pense que la Cour de cassation, tout à l'heure, le magistrat honoraire disait qu'il y avait en septembre 2017 un nouvel arrêt qui était sorti. Et je pense que la phrase que disait cet arrêt, c'était que la perte de l'emploi crée nécessairement un préjudice. Ça veut dire on revient sur ce qui avait été dit en 2016, sur le préjudice nécessaire qui avait été abandonné par la Cour de cassation. Elle commence à revenir sur ces événements. Et comment fait-on la perte d'emploi? Il y a l'indemnisation de la rupture, mais la perte de l'emploi, ça crée un préjudice qui est complètement différent de ce qu'on va indemniser. Et c'est la question que je pose. Comment on fait pour qu'on puisse arrêter de nous opposer à chaque fois, mais il faut prouver le préjudice. Le fait d'avoir perdu son emploi, c'est un préjudice. À qui posez-vous la question, monsieur? À qui posez-vous la question, monsieur? Moi, si je peux juste me permettre... Rapidement, puisqu'il faut... Très rapidement. Il y a un monsieur encore pour une Petite dernière remarque. question. On parlait beaucoup aussi dans notre réflexion sur l'indemnisation de la faute de l'employeur et de la sanction. Il ne faut pas quand même oublier qu'on est issu d'une tradition judéo-chrétienne qui lie les deux depuis 500, 600, 700 ans de droit et qui ne conçoit, et qui ne conçoit les choses que de manière assez simple, faute, préjudice. Faute, sanction, surtout faute, punition. Et on ne peut pas y échapper. Et je pense qu'intellectuellement, un magistrat, moi j'aurais du mal à y échapper à ces siècles de tradition où on nous apprend que celui qui a fauté doit être puni, même s'il y a 0 € de préjudice. Merci. Une dernière question, monsieur. Alors, Fabrice Giacomini du Conseil des prud'hommes de Chambéry. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'évaluation du préjudice. Mon collègue en a parlé là en dessus. Mais bon, aujourd'hui, dans une justice qui devrait être rapide, quand on voit aujourd'hui la France est souvent attaquée par la lenteur de sa justice, malheureusement, on est dans une situation vraiment déplorable de notre justice. Aujourd'hui, on s'entend dire, oui, on doit évaluer le préjudice, on doit pouvoir évaluer le préjudice 2 ans après, parce que les cours d'appel vont mettre 2 ans pour statuer sur un préjudice qui est, à la base, il faut quand même le rappeler, c'est quand même un licenciement. Un licenciement d'une personne qui est licenciée injustement. Donc si jamais les décisions devaient être rendues vraiment dans les temps, eh ben, on n'aurait pas besoin de se dire on va évaluer un préjudice par rapport à 16 mois, 20 mois de chômage. Non, le premier préjudice d'une personne, c'est d'être licencié injustement. Et c'est là la particularité d'un juge prud'homal et d'un juge, c'est d'évaluer ce préjudice-là. La première particularité du juge, c'est d'évaluer ce préjudice-là. Alors il faut peut-être arrêter de dire il faut trouver des subterfuges à évaluer des préjudices. Oui, il y a des préjudices qui sont postérieurs au licenciement. Mais le premier des préjudices, c'est le préjudice d'être licencié injustement. Merci. Merci. Vu l'heure, je crains qu'on l'on soit obligé de s'arrêter. Je vous remercie toutes et tous. Et nous allons laisser la place. Bravo.